Mesdames et messieurs, bonjour. L'économie halal est en plein essor et dans tous les secteurs. La mode, l'alimentation, la médecine, la santé, le secteur bancaire, etc., etc. De 150 milliards d'actifs, la finance islamique est passée à 2300, 3000 milliards pour une ambition de 6500 milliards en l'an 2020. Le marché financier islamique est considéré à 3 à 4% du marché mondial. L'Algérie, bien sûr, n'est pas en reste, puisque les rencontres et les symposiums s'intensifient et séduisent un petit peu le client algérien. Pour débattre de la finance islamique, nous avons un brillant professeur avec nous ce soir, Monsieur Nasser Haider, et qui est un professeur d'université à Paris-Dauphine à Paris, et il est le PDG de Salam Bank. Monsieur Nasser, bonjour. Bonjour, c'est Samir, merci pour l'invitation. Alors, la finance islamique, c'est en plein boom, c'est la mode halal. Les symposiums et les rencontres et les débats se multiplient en Algérie. Quelle est votre analyse de la situation actuelle du marché financier islamique? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Effectivement, c'est Samir, la finance islamique, à travers essentiellement donc, l'activité bancaire sharia compatible, jouit d'un environnement très propice, très favorable en Algérie, compte tenu donc de ces facteurs culturels et cultuels qui influencent donc le comportement de nombreux citoyens en matière donc, de transactions financières et surtout bancaires. L'activité bancaire traditionnelle, conventionnelle, soulève la problématique, la contrainte donc de l'utilisation des contrats de prêt ou d'emprunt assortis d'intérêts, qui correspond dans l'approche ou la qualification chariatique de ces contrats à la notion d'usure, de riba. Et c'est une notion qui, dans la conscience populaire, la conscience de beaucoup d'Algériens, donc coïncide donc avec le concept de halal et de haram. Donc ça influence le comportement qui fait que de nombreux Algériens ont beaucoup de gêne, beaucoup d'appréhension à travailler, à confier leur épargne ou à financer leurs projets par des formules donc, de financement ou des formules d'épargne conventionnelles. D'où ce besoin de développer donc une alternative, des solutions de substitution qui puissent prendre en charge donc cette contrainte religieuse et donc qui règle un peu le problème de la licéité, du moins du point de vue, comme j'ai dit, de nombreux citoyens, de ces transactions financières. L'alternative consiste donc à offrir des services bancaires sharia compatibles qui ne se réalisent pas à travers des contrats de prêt ou d'emprunt assortis d'intérêts, mais à travers des contrats soit participatifs ou des contrats commerciaux de vente, de location, de ijara, de leasing, murabaha, musawama, bay' bit-taqsit, vente à tempérament, vente à terme, ijara, donc les différentes formules de location assorties au nom d'options d'achat, des contrats d'entreprise que nous appelons dans notre jargon shariatique istisna, des avances sur marchandises que nous appelons bay' salam, et les contrats participatifs, musharaka, mudaraba, et aussi des contrats disons, spécifiques au financement du monde agricole à travers donc, ce que nous appelons le muzara'a, le musaqat ou le mugharasa, c'est-à-dire le financement d'une activité agricole avec donc, le partage, si vous voulez, de la récolte, mais suivant donc, des procédés
des procédés plus élaborés que les procédés classiques, c'est-à-dire partager physiquement une récolte, mais partager, si vous voulez, la rente qui résulte un peu de la commercialisation d'une récolte agricole. Donc il y a beaucoup de contrats, beaucoup d'outils, beaucoup d'instruments qui remplissent la condition chariatique interdisant donc l'usure, le riba, le prêt à intérêt, et qui permet de faire du commerce, de faire du business, de réaliser des bénéfices à travers des transactions conformes à la charia. Sinon, il y a tellement de produits qu'il faut peut-être en amont une pédagogie spécifique, parce que bon, le client qui ne connaît que sa confession musulmane qui est là et qui veut un produit halal, et on a tant de produits, mais n'est-il pas un peu compliqué tous ces produits-là? Comment il faut pour une certaine pédagogie? En fait, ils ne sont pas si compliqués que ça. Au contraire, ce sont des produits qui s'inspirent un peu des transactions économiques et commerciales de tous les jours. Quand on parle de contrat de vente à tempérament, tout le monde sait ce que c'est qu'un contrat de vente à tempérament, fractionner le paiement d'une marchandise sur une durée. Ça se fait, ça se pratique dans le commerce. Contrat de vente à terme, c'est aussi le crédit fournisseur, ça existe dans le commerce. Les contrats de location, ça existe dans des variantes assez simples, le leasing, y compris dans des variantes financières à travers le leasing, par exemple. Les contrats de participation, de prise de participation, le capital investissement, ou même la participation, l'association, le contrat de société entre particuliers, entre individus. Ce sont des contrats qui se pratiquent dans la réalité de tous les jours, sauf que quand on les applique dans le domaine bancaire, ça paraît un peu bizarre. Je me rappelle quand j'ai commencé ma carrière à la Banque Baraka, avant de venir à Salam Bank. Au début, moi, comme j'étais un peu initié à ces opérations, du moins sur le plan doctrinal, je parvenais quand même à trouver un peu le mode opératoire pratique dans le cadre d'une activité bancaire à ces différents contrats que j'ai étudiés auparavant dans les livres de fiqh, par exemple. Mais quand nous avons Al-Baraka enrichi un peu l'effectif de Al-Baraka par un personnel, disons, qualifié provenant de banques conventionnelles, je me rappelle que beaucoup étaient choqués. Qu'est-ce que c'est que cette banque qui achète et qui revend et qui achète une marchandise et mandate le client pour commercialiser pour son compte? Elle prend des risques sur des marchandises, alors que le risque bancaire traditionnel, c'est juste un risque de contrepartie, un risque de non-remboursement du prêt qu'on accorde. Donc c'était un peu quelque chose de nouveau, quelque chose d'assez insolite pour celui qui était habitué à des pratiques bancaires conventionnelles. D'où la nécessité, effectivement, de vulgariser ces produits et de faire, si vous voulez, cette assimilation, cette concordance avec ce qui se pratique réellement dans le commerce et faire une transposition dans les transactions bancaires. Et il n'y a rien d'étonnant qu'une banque, au lieu de prêter de l'argent à un citoyen pour acheter une voiture, et le citoyen rembourse ce prêt par des échéances mensuelles, donc avec le paiement bien sûr d'un intérêt, ou bien carrément acheter la voiture par la banque et la revendre au client avec un prix fixe. Avec un prix, avec une marge bénéficiaire, et le prix différé, la partie différée du prix, est fractionnée sur des mensualités d'égal montant. D'ailleurs, c'est aussi, parfois, c'est un peu l'origine de ces, je dirais, de ces critiques ou de ces interrogations sur cette similitude entre, par exemple, un échéancier de paiement d'une vente à tempérament, pratiqué par une banque islamique, et l'échéancier de remboursement d'un crédit et d'un prêt bancaire classique. Vous dites, c'est la même chose, on paye la même chose, quelle est la différence? La différence, elle est là. Là, c'est un contrat de vente, je vous vends un produit, moyennant un fractionnement du prix, paiement d'une marge bénéficiaire, mais à la condition que je vous livre ce produit. Par contre, dans un contrat de prêt conventionnel, la banque vous prête, vous payez votre concessionnaire. S'il ne vous livre pas la voiture, la banque n'assume aucune responsabilité. Elle vous dit, vous en faites votre affaire. Moi, je vous ai prêté, vous me remboursez le principal et l'intérêt. Et si vous me remboursez en retard, vous payez l'intérêt, le fameux compteur, continue de tourner avec une période de retard. Par contre, quand une banque islamique ne livre pas, parce qu'elle est vendeuse, elle ne livre pas le produit, elle n'est pas en droit de réclamer le paiement du prix. Donc c'est elle qui fait son affaire avec le concessionnaire pour obtenir que son client soit livré. Donc il y a des différences fondamentales qui constituent, si vous voulez, la ligne de démarcation entre les opérations bancaires sharia compatibles et les opérations bancaires traditionnelles. La banque conventionnelle,
ne supporte que le risque de non-remboursement. La Banque islamique, outre le risque de non-remboursement du crédit qu'elle a accordé à son client, dans l'opération de vente à tempérament, elle supporte aussi un risque commercial, un risque de livraison, elle doit livrer le produit. Il y a un risque de rendement aussi, parce que si elle n'est pas remboursée dans les délais, elle ne peut pas majorer le prix. Tout ce qu'elle peut faire, c'est imposer une sorte de pénalité aux clients, disons récalcitrants, de mauvaise foi, qui ne remboursent pas alors qu'il a le moyen de le faire. Et cette pénalité-là est assimilée juridiquement à une obligation de donation pour les œuvres de bienfaisance. Donc c'est versé dans un compte, dans un fonds de bienfaisance qui est exclusivement utilisé pour le financement d'actions d'œuvres caritatives. Donc ils ne sont pas rajoutés aux dividendes. Et ça ne se rajoute pas aux produits de la banque. D'accord. Et c'est ça la différence fondamentale. Donc vous voyez que les banques islamiques, en contrepartie de la marge bénéficiaire qu'elles perçoivent dans ces opérations commerciales de vente ou de ijara, elles participent au risque. C'est pour ça que le principe dans la finance islamique, c'est le partage équitable des risques, des droits et obligations, des avantages et inconvénients de toute transaction économique. Il faut que le risque soit partagé. Si vous voulez avoir la garantie de votre capital, vous n'avez pas le droit à sa rémunération. Celui qui a le droit à la rémunération, c'est celui qui prend part au risque. Pas de risque, pas de risque, comme on dit dans notre adage shariatique. Voilà. Donc, vous voyez, il y a un besoin effectivement de vulgarisation, besoin de formation aussi. Le personnel qui travaille dans les banques islamiques, parfois ils ont du mal à communiquer, du mal à expliquer, même aux clients de la banque islamique. Beaucoup de clients viennent me voir, on me dit, monsieur le directeur général, on nous a mal expliqué, on n'a pas compris. Certains conseillers clientèles n'arrivent pas à nous dire quelle est la différence. On veut s'assurer que c'est halal, que c'est conforme à la charia. Ils sont capables. Effectivement. Et on a, donc, nous, à la Salam Bank, initié un programme de formation poussé, approfondi, aussi bien sur les concepts spécifiques à la finance islamique que pour les techniques bancaires classiques, parce que aussi les clients s'attendent à une qualité de service, à une célérité de traitement et à une information exacte en ce qui concerne les produits de la banque. Je pense que l'indicateur qui peut nous indiquer est-ce que le citoyen algérien a assimilé tout ça, quelle est la part du marché de Salam Bank dans le paysage bancaire algérien? M. Samir, Salam Bank, quand même, c'est la banque la plus récente à arriver sur le marché bancaire algérien. C'est en 2008, à 10 ans d'existence. Et la finance islamique elle-même, dans sa forme structurée et opérationnelle, elle est aussi assez récente. Vous savez, la banque classique, elle a plus de 5 ou 6 siècles d'existence. La banque islamique, dans sa forme, comme j'ai dit, structurée et opérationnelle, la plus récente, la plus ancienne, c'est la Dubai Islamic Bank aux années 1975. Donc en 40 ans, quand même, je dirais que les banques islamiques, la finance islamique s'est forgée quand même une place au sein de la finance internationale, devenue quand même une composante de la finance mondiale, une composante qui est courtisée, qui est convoitée, même dans les pays non musulmans. La finance islamique est devenue maintenant un label universel. Et c'est pratiqué partout parce que c'est un moyen de capter beaucoup de capitaux à sensibilité religieuse, mais aussi beaucoup d'économistes, beaucoup de praticiens de la finance quand même sont intéressés par les valeurs que cette finance véhicule et notamment ce souci permanent d'arrimer la sphère de la finance à la sphère de l'économie réelle pour qu'il n'y ait pas cette dichotomie, cette distorsion qui est à l'origine de toutes les crises qu'a connues l'économie mondiale quand la finance prime ou domine l'économie réelle. Alors que ça devrait être au service de l'économie réelle. Il ne faut pas oublier qu'il y a un réservoir quand même de 1,6 milliard de musulmans de par le monde. Oui. Et il ne faut pas oublier qu'il y a un réservoir quand même de 450 millions de musulmans en Afrique. Tout à fait. Avec la Banque islamique de développement en Afrique, avec le Fonds islamique de développement aussi. Mais je voulais rebondir sur la question. Ma question était la part de marché en Algérie. Oui, d'accord. Oui, j'allais y arriver pour dire qu'effectivement, au niveau mondial, le représentant que vous avez dit à peu près 2% de la finance mondiale. En Algérie, c'est à peu près la même proportion, étant considéré que les banques publiques à elles seules dominent à peu près 87% du marché. Notre économie reste fortement
dominée par le secteur public, aussi bien dans le secteur bancaire que dans le reste de l'économie. Même si la part du secteur privé dans le bénéfice, si vous voulez, des produits bancaires, dans les opérations de crédit, ou dans la collecte de ressources, quand même, va en crescendo, c'est-à-dire qu'elle représente pratiquement la moitié des crédits accordés à l'économie. C'est-à-dire que nous avons un secteur privé quand même dynamique qui consomme de plus en plus de crédits du secteur bancaire, notamment, y compris le secteur bancaire public. Donc, on représente à peu près 2%, mais sur les 13% que se disputent les 22 banques, établissements financiers privés, Salam Bank et Baraka Bank, je dirais que quand même qu'elles ont une part de marché avoisinant à peu près 15 à 17% du marché bancaire privé. Ce qui, compte tenu un peu de la jeunesse de l'expérience et de la faiblesse un peu de la densité de leur réseau d'agences, quand même est assez acceptable. Et quand on regarde un peu le taux de croissance un peu du portefeuille de ces banques, je vais vous dire, comme exemple Salam Bank, nous avons un portefeuille crédit à peu près qui a augmenté de 55%, un portefeuille de dépôt qui a augmenté de 32% en 2018 seulement. Quel est le taux de croissance? Le taux de croissance, je vous dis, taux de croissance à peu près en 2018 par rapport à 2017, les dépôts ont augmenté à peu près de 32% et les crédits à peu près de 55%. Et nous avons aussi engagé une action de collecte de l'épargne des ménages qui était assez, disons, je ne dirais pas ignorée, mais qui n'était pas assez optimisée. Donc nous avons lancé une campagne de sensibilisation, une campagne marketing pour inciter les ménages à ouvrir des comptes épargne au sein de notre réseau, et ça a donné d'excellents résultats. Les comptes épargne en 2019 ont augmenté à peu près de 30%, ce qui est assez significatif par rapport donc à la faiblesse justement de cette bancarisation des ménages et cette tendance, si vous voulez, à thésauriser, etc. Et nous avons beaucoup d'espoir à ce que cette action-là et l'élargissement de notre réseau, parce que nous sommes en train de nous développer au niveau de l'implantation de notre réseau sur le territoire national, pour drainer quand même davantage de ressources qui restent quand même oisives, qui restent en dehors du système bancaire. Vous vivez donc de très belles années. Donc, par exemple, quel est le secret? Est-ce qu'il y a des campagnes de communication? Est-ce qu'il y a des campagnes de sensibilisation? Est-ce que par rapport aux autres banques, il n'y a pas de concurrence assez rigide? Ou est-ce que vous jouez aussi sur cette histoire confessionnelle? Non, je dirais que la finance islamique, je le dis toujours, n'est pas une finance confessionnelle, n'est pas une finance communautaire, c'est une finance universelle. Parce que c'est par la charia, c'est pas l'islam qui a inventé. On revient sur la terminologie, justement. Oui, je dirais que c'est une finance conforme aux préceptes de la charia, mais ce n'est pas une finance exclusivement destinée aux musulmans. La preuve, ce n'est pas l'islam qui a inventé le contrat de vente à tempérament, ou le contrat de vente à terme, ou le contrat de location, ou le contrat de société, d'association, ou les contrats utilisés, contrats d'entreprise. Ce sont des contrats qui existent dans toutes les sociétés, qui sont pratiqués dans tous les systèmes juridiques, ce sont des contrats qui répondent à des besoins économiques des sociétés humaines. Donc la charia, l'islam a trouvé ces contrats pratiqués, et il n'a fait qu'apporter, si vous voulez, des garde-fous pour éviter qu'ils ne dérivent vers l'usure ou vers ce que nous appelons les contrats aléatoires, c'est-à-dire le gharar, c'est-à-dire des contrats qui comportent une incertitude ou un aléa susceptible de déboucher sur un litige ou sur une forme de relation de pari qui est interdite par la charia. Donc l'islam a mis des garde-fous pour assurer cet équilibre contractuel qui préserve les intérêts de l'ensemble des parties d'un contrat. Donc en dehors de ça, ça reste une finance, ce sont des pratiques universelles, des pratiques humaines,
Et en ce qui concerne donc la question, c'était... Non, c'était... Qu'est-ce qui suscite l'engouement un peu des citoyens par rapport à ces produits? Ben, je dirais, c'est vrai qu'il y a cet aspect, cette dimension de conformité à la charia qui conforte le citoyen, qui conforte l'opérateur économique, qui conforte l'investisseur dans sa décision de placer ses économies ou d'obtenir un financement d'un projet économique auprès d'une banque islamique, parce qu'il a la conscience tranquille. Il y a ça. Il y a aussi, je dirais, la qualité du service, de la prestation, la qualité de l'accueil, la qualité de la prise en charge des préoccupations et des doléances. C'est un tout. Il ne suffit pas de dire « je suis conforme à la charia », vous devez accepter mes produits, même s'ils sont médiocres. Ce n'est pas suffisant. Au contraire, la charia appelle à ce que le travail soit bien fait. Je ne dirais pas la perfection n'existe pas dans ce bas monde. La perfection appartient à Dieu seul. Mais quand même, on essaye de satisfaire les besoins, de répondre aux attentes en offrant quand même un produit de qualité et aussi conforme aux préceptes de la charia. Donc c'est l'ensemble de ces considérations, de ces facteurs qui nous permet de dire que nous avons quand même pu gagner donc, la confiance de nombreux citoyens et aussi de gagner aussi beaucoup d'opérateurs économiques qui viennent vers nous pour justement bénéficier de nos prestations. On voit bien, M. Haïdar, que la banque islamique que vous présidez est très active. Donc, comment elle peut contribuer au développement du secteur bancaire en Algérie? Parce qu'à proprement dit, le secteur bancaire en Algérie, c'est des banques, c'est des boîtes de dépôt. Il n'y a pas une notion bancaire à proprement dit de métier. Non, les choses évoluent. C'est vrai qu'avant justement cette ouverture du marché bancaire à l'investissement privé, aux banques étrangères internationales, il y avait une certaine morosité, une certaine bureaucratie dans l'exercice de l'activité bancaire. C'était pratiquement des guichets des avant-postes du Trésor public. Mais après, les choses ont changé, c'est-à-dire maintenant, il y a la concurrence, vous avez des banques qui ont introduit, qui ont apporté quand même un savoir-faire, qui ont apporté une diversité d'offres de produits, qui fait que même les banques publiques aujourd'hui sont en train de se moderniser. Elles sont en train donc de se réorganiser pour faire face à cette concurrence. Ce qui fait que donc, nous sommes en présence d'un marché en pleine mutation, en pleine évolution, et la tendance justement à l'amélioration de la qualité de service, à la modernisation. On s'achemine maintenant à petits pas vers la banque digitale, vers la digitalisation des services bancaires. Et maintenant, les banques offrent, outre un peu les produits de monétique, les cartes de paiement nationales et internationales, maintenant elles proposent des produits de banque électronique et banking, c'est-à-dire vous pouvez faire des opérations bancaires à travers donc votre micro, de votre bureau, de votre domicile. Vous n'êtes pas obligé de vous déplacer pour faire un virement de compte à compte ou une entreprise pour faire virer le salaire de ses travailleurs. On peut le faire directement du bureau de son directeur des ressources humaines ou directeur financier. Maintenant aussi, on évolue à Salam Bank vers l'offre, par exemple, de services de mobile banking. Faire des opérations à travers une application téléchargeable que nous appelons MySalam. Donc c'est une application qu'on peut télécharger et qui nous permet donc à n'importe quel endroit faire des transactions bancaires sur son compte. Nous travaillons aussi sur un projet plus global, plus intégré de banque digitale, donc qui permet aussi d'adresser, d'envoyer par exemple une demande de crédit, une demande d'ouverture de compte à travers donc l'internet et faire avancer le projet sans qu'il ne soit nécessaire de se déplacer physiquement, sauf pour signer les contrats, etc. une fois. Et même ça, je pense à l'avenir, ça va être virtualisé. Les choses évoluent très vite avec la technologie. C'est la technologie qui nous pousse vers l'avant. Donc le système bancaire algérien est en train de s'améliorer, de se perfectionner. Et je pense que dans un très proche avenir, nous aurons des banques modernes et qui puissent répondre donc surtout aux aspirations de notre jeunesse maintenant qui est très portée sur tout ce qui est technologie et high-tech. C'est Nasser,
C'est-à-dire on n'a pas posé toutes les questions qu'on aurait pu poser, mais bon, il me reste peut-être, vu qu'on est, on est vraiment coincé par le temps, il me reste peut-être une question primordiale, à mon sens elle est très très importante, par rapport à la législation. Quel projet pour la finance islamique en Algérie, pour terminer, parce que là... Oui, Samir, il y a effectivement ce règlement 0218 qui a été promulgué par le Conseil de la monnaie et le crédit et qui donc réglemente un peu ces activités bancaires sharia compatibles, ou qui sont appelés dans le texte les produits bancaires participatifs. Ce texte, si vous voulez, vient combler une sorte de vide juridique qui ont toujours marqué un peu l'exercice de cette activité depuis les années 90. Elles étaient tolérées, elles étaient admises, mais elles ne bénéficient pas, ne jouissent pas d'un ancrage légal et réglementaire clair et qui prennent en compte, en charge leurs spécificités. Maintenant, ce vide juridique vient d'être comblé. Il permet à beaucoup de banques d'ouvrir des guichets bancaires Sharia compliant, c'est-à-dire qui offrent des services bancaires participatifs et qui peuvent être soumis donc à une autorité qui, je pense, le Conseil islamique supérieur, pour attester de leur validité shariatique, de leur conformité shariatique. Donc ce texte-là, si vous voulez, vient reconnaître officiellement, juridiquement, réglementairement, ces pratiques qui sont différentes des pratiques conventionnelles, et ce n'est que positif pour donc mieux asseoir un peu l'exercice de ces pratiques et assurer aussi leur diffusion et leur élargissement à l'ensemble du territoire national, sachant que les banques qui offrent actuellement ces services, Salam Bank, Baraka et quelques Windows, n'ont pas assez d'agences pour couvrir tous les besoins. Maintenant, avec le réseau étoffé des banques publiques, il y a 3 banques publiques qui vont s'y mettre, qui ont développé des guichets islamiques, sharia compatibles. Ça va permettre donc de rapprocher ces prestations, ces services à l'Algérie profonde, là où ils sont justement très demandés, ce qui ne peut qu'être très bénéfique à cet effort d'inclusion financière et de bancarisation tous azimuts de notre société et de notre économie. Merci beaucoup, M. Haïdar. Je suis très honoré de vous avoir reçu. Tout l'honneur est pour moi. Voilà, on aura compris que le produit finance islamique, c'est un produit qui prospère en Algérie. Il ne faut pas oublier que en Europe, le Luxembourg est le premier pays qui adopte la finance islamique. Alors sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt, la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous remercie beaucoup.